entre autres l'insuffisance intellectuelle. Moi, ça m'a gêné parce que Zoé Kabila, pour entrer en fonction ou pour être élu, il a préalablement battu campagne et ils l'ont désigné. C'est qu'ils avaient apprécié ses capacités pour le désigner en tant que tel. Je ne pas moi personnellement souscrit à cet argumentaire-là. Mais ici, le plus important que vous demandez, c'est la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée, oui ou non? Les procédures... Vous êtes député provincial, élu, et vous siégez, justement, vous siégez à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Les procédures sont inscrites respectivement aux articles 198 et 41, 198 de la Constitution de la République et 41 de la loi portant principe sur la libre administration de province de 31 juillet 2008. Et il s'agit de deux procédures lorsqu'il faut déchoir un gouverneur de province. La première, elle consiste, le gouverneur visé comme membre du gouvernement, in tutu personae, ou tsinguli, ça signifie seul, on ne touche pas les autres. Ça s'appelle motion de défiance. Et pour cette procédure, il est des principes que la personne visée se présente physiquement et présente ses moyens de défense. C'est au niveau de l'alinéa 2 de l'article 41 de la loi sur la libre administration de province. La deuxième motion, elle est celle qui consiste à viser le gouvernement provincial. Et le gouvernement provincial, il est composé de qui en fait? Lorsque vous lisez l'article 198 de la Constitution, il est composé du gouverneur, du vice-gouverneur et des ministres. Alors, cette fois-là, lorsqu'on vise l'ensemble du gouvernement provincial, c'est le gouvernement lié comme institution et non le gouverneur de province, parce que le gouverneur n'est pas une institution en province. C'est le gouvernement. Il y a deux institutions, l'Assemblée provinciale et le gouvernement. Ainsi, lorsque la motion vise le gouvernement de province, c'est une motion de censure. Elle le vise de manière indivisible. Tous les membres sont visés en tant que tels. Mais c'est là que la législation en vigueur ne dit pas ce qui advient en cas d'absence de l'un des membres du gouvernement. En cas d'absence de l'un des membres. Si par exemple le ministre de l'Intérieur n'est pas dans la salle, est-ce qu'on ne discute pas de la motion parce que le ministre de l'Intérieur n'est pas dans la salle? Non, on en discute. Les précédents sont assez clairs là-dessus. Et il n'y a pas de stipulation particulière qui disent que si le gouverneur comme individu est absent, le gouvernement provincial cesse d'être une institution, il continue d'agir, d'ordonnancer les financements, de sortir les fonds de la banque, d'engager en même temps la responsabilité, sa responsabilité politique devant l'Assemblée parce qu'elle est permanente. C'est de cette façon-là que la procédure n'a pas du tout été biaisée lorsqu'on fait appel au gouvernement provincial. Et d'autant plus que lorsque le gouverneur quitte la province pour un voyage, quelles que soient les justifications, l'intérim est assuré par le vice-gouverneur. Il est donc responsable sans exclusive. Ça, c'est tout à fait clair. Est-ce que dans le cas du Tanganyika, le vice-gouverneur a-t-il fourni les moyens de défense? Cette fois-là, la Cour constitutionnelle a déjà répondu dans l'affaire qui a opposé le gouverneur Martin Kabouya du Kasaï central à l'Assemblée provinciale. Le gouverneur avait notamment justifié qu'il ne se présentait pas parce qu'il avait écrit à l'Assemblée pour demander un report. Non. Les délais pour la discussion d'une motion, ils sont constitutionnels. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune modification par une disposition administrative ou réglementaire. Ça signifie que l'Assemblée, lorsqu'elle a présenté sa motion, elle l'a transmise au gouvernement provincial, on a accusé réception, on compte 48 jours à l'issue desquels on discute la motion. Il n'est pas dit que, par exemple, le gouverneur peut dire accordez-moi 2 jours, accordez-moi 3 jours. Ça relève de la latitude de l'Assemblée provinciale de dire qu'elle accorde. Je voulais, en ce qui concerne les causes, parce que M. Tchibin a parlé des causes, les causes de la décision d'un gouverneur ne sont pas inscrites dans un règlement quelque part. Elles dépendent du souverain, l'Assemblée, parce que c'est elle qui doit déchoir le gouverneur. Elle peut dire que vous êtes mal coiffé. Et puis elle vous déchoit. Vous n'avez pas à venir dire pourquoi on m'a déchu, parce que
lorsqu'on vous a élu, lorsque l'Assemblée vous a élu, vous n'avez pas posé la question comment vous étiez habillé pour que vous soyez élu. Et ici, lorsqu'elle vous convoque, si elle vous soupçonne d'avoir volé l'argent, quelles que soient les preuves que vous pouvez déposer sur sa table, elle, si elle décide de passer au vote, elle passe au vote. Et cet acte, c'est un acte d'assemblée, ne peut faire l'objet d'aucun recours devant le juge. Mais le président a parlé d'une situation infernale. Il a parlé du tohu-bohu dans ce qui se passe dans les provinces, entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants. Bon, on va peut-être, moi j'en ai l'expérience. Si est-ce que le mot d'ordre ne venait pas de Kinshasa? Je ne pense pas. Si je vous décris les comportements des gouverneurs en province, vous pouvez vous étonner parce que dites-vous que ce genre gère ces entités comme de petits potentats, l'argent est dans leurs poches, tout se gère comme si c'était une sorte de héritage qu'ils ont pris de quelqu'un, alors que les provinces ont été effectivement confiées aux députés par le peuple et pas aux gouverneurs. Ils les ont prises au second degré. Ça signifie qu'ils se doivent chaque jour et à tout instant, dans n'importe quelle circonstance, de rendre compte lorsqu'ils en sont requis et non d'amener des justifications infondées ou qui seraient de fanfarons. D'accord. Nous prenons le professeur Léon Bruno, votre lecture personnelle, ce qui était arrivé avant qu'on aborde l'autre sujet. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler ici que c'est mon collègue du département de RI. Et moi, je pense que je ne peux pas m'attarder sur le juridisme parce qu'il a déjà soulevé les bases juridiques sur lesquelles on pouvait en débattre. D'ailleurs, je vous rappelle que j'étais député provincial pendant 12 ans. Oui. J'ai été même ministre provincial. Je suis un peu écœuré. Dans l'ancienne province de l'Équateur. Voilà. À l'époque de Koya Diallo. Non seulement de Koya Diallo, mais dès le début, avec Makila, Bayende. Et je vous assure que j'étais l'un des députés les plus influents. Aujourd'hui, je suis quand même écœuré d'entendre nos amis du FCC pleurnicher. Parce que les décors, ce sont eux qui ont planté ça. Et maintenant, nous sommes en train de récolter ce qu'eux, ils ont planté. Quand on parle de l'insuffisance intellectuelle, c'est quand même honteux de l'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce que les députés avaient fait d'autre fois? Voilà, le FCC avait choisi les gouverneurs sans tenir compte des éléments matériels, des éléments intellectuels, des éléments de compétences. Ils ont été choisis comme ça, le clientélisme politique. Or, je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il a prôné les changements de mentalité et nous devons en continuer en changeant aussi la façon de fonctionner des institutions. Moi, je crois que c'est cela. Et nous devons abandonner la politique spectacle. Parce que c'est la politique spectacle qui nous a ramenés dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que je voudrais dire par ici? Tout d'abord, les 90% des gouverneurs qui ont été nommés, si je peux dire les cas, parce qu'ils ont été tout d'abord choisis par le FCC et on les avait imposés aux députés, ne valent pas. Ils ne répondent pas aux besoins réels du développement et du fonctionnement des provinces. Deuxième élément aussi, mais là on est, c'est les conséquences du début de tout. L'élection qui a permis à ce que ces députés-là arrivent là où ils sont. Ces élections ont été chaotiques et certains de ces députés ne comprennent pas ce qu'ils font réellement au sein des assemblées. Voilà. Et je pense que l'FCC est dans une très mauvaise position et devrait tout d'abord demander pardon au peuple congolais qu'elle a chosifié, qu'elle a détruit la nation et après, on pourra peut-être revoir le fonctionnement et suivre les directives du chef de l'État dans le changement de mentalité. Nous abordons ce second sujet, Fachi. Félix-Antoine Tshisekedi interdit la vente du syllabus. L'annonce a été faite à l'Université pédagogique nationale. Chiben, quelle alternative en ce moment? D'abord, vous avez suivi le président de la République à l'UPN. Comment avez-vous accueilli cette annonce? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même dire certaines choses ici par rapport à tout ce qui a été dit sur le plateau et surtout par le professeur Tshulumbai.
il nous a donné des notions importantes concernant la déchéance du gouverneur en tant que personne et membre du gouvernement provincial et la déchéance d'un gouvernement provincial qui est représenté par le gouverneur. Mais là où il n'a pas continué de nous dire, cette motion était destinée pour destituer le gouvernement provincial ou la motion était destinée pour la déchéance du gouverneur joué en tant que personne, comme il a si bien souligné, comme étude ou personne. Mais ce qui m'éclaire ici, si j'ai très bien suivi le professeur Brino, il nous dit que les jalons ont été mal jetés par les FCC. Nous disons, oui, si le FCC avait très mal jeté les jalons, en ce qui concerne le respect des textes, mais les gens qui sont dans l'Union sacrée nous ont amené la chanson de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes. Ici, nous avons le même cas. Je peux donner une jurisprudence. Le cas du gouverneur Bamanissa, visé par une motion, se trouvant à Kinshasa. Je pense même à Washington avec les chefs de l'État. L'Assemblée provinciale avait pris une motion de déchéance contre la personne du gouverneur. La motion est passée, mais juste après, il a été rétabli dans ses droits. Parce que la Cour constitutionnelle avait estimé qu'il fallait donner au gouverneur Bamanissa le temps de répondre à l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire de présenter ses moyens de défense. Pourquoi une justice à double vitesse? Je peux aussi aller très loin. Le cas Moukoumadi dans le Sankourou. Et je peux aussi enrichir le cas du gouverneur Atoumatoubouana dans le Congo central. Donc, nous disons que la vraie raison de la destitution, de l'éjection du gouverneur Zoé Kabila, c'est parce qu'il avait dit non à l'Union sacrée. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas moyen de le cacher. Parce qu'il avait refusé tout haut. Il dit, je n'entrerai jamais dans l'Union sacrée. Je reste kabiliste. Je reste gouverneur. Je vais servir la nation. Et en ce moment-là, on a senti une certaine démarcation dans le fait. Citez-moi 5 ou 6 meilleurs gouverneurs, pour ne pas dire meilleurs, ce gouverneur qui ont posé des actes palpables et tangibles dans leur province. Si vous ne citez pas Zoé Kabila, si vous ne citez pas Mouyej, si vous ne citez pas Kiapoula, et quelques-uns. Mais le gros lot de gouverneurs, vous avez vu Maouéja, Atoumatoubouana ici à côté, il ne fait rien. Il n'est jamais parti. Moukoumadi est là, il ne fait rien, il n'est jamais parti parce qu'il est de l'Union sacrée. Ils sont nombreux. Donc, le prétexte est juridique. Tout ce que vous pouvez avancer sur ces plateaux ne tient pas debout. La vraie raison, les Congolais savent aujourd'hui que Zoé Kabila est en train de payer les prix parce qu'il n'avait pas accepté d'adhérer à l'Union sacrée. La question maintenant du Sulabis. Je suis très heureux de partager ces plateaux avec le professeur. Moi, je pense que l'Union sacrée est en train de nous amener dans une situation de déclarations fantaisistes et populistes pour préparer la campagne de 2023. C'est là où je dis que les chefs de l'État sont très mal conseillés. À moins que ce professeur qui sont sur ces plateaux me contredisent. La question du syllabus dans les universités... Nous sommes déjà au second sujet, syllabus. Voilà. C'est une question importante. Parce que la vraie raison qui pousse certains professeurs à faire vendre le syllabus, c'est les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Joseph Kabila les a trouvés, je crois, avec un salaire de 100 ou 50 $ avant qu'il n'arrive. Il a fait un effort de quitter ce stade jusque, je crois, à 2000 ou 1500 $ avec la dévaluation de la monnaie et tout ça. Le salaire d'un professeur d'université aujourd'hui, c'est aux environs de 1000 ou 900 $ ou 800 $. La meilleure solution que le chef de l'État devait mettre sur la table pour discuter avec le corps de professeurs et enseignants, c'est maximiser, donner les bonnes conditions de vie aux professeurs, notamment leur salaire, le prix qu'ils réclament chaque jour. Ça sont des vraies questions qui touchent les enseignants. Mais dès qu'on va lever le pont, il ne faut plus faire des syllabus. Moi, j'ai eu la chance d'être enseigné par certains professeurs qui ne m'ont pas vendu les syllabus. Le professeur qui s'est capé à son âme et les autres n'ont pas vendu les syllabus. Ils nous mettaient à notre disposition des syllabus qu'on peut lui copier et on leur remettait les originaux. Donc, ici,
c'est une décision populiste pour endormir ou pour chercher l'électorat de 2023, mais la vraie question de fond, la question qui concerne la vie des enseignants, la prise en charge des enseignants, le prime des enseignants n'est pas prise en compte. Et ce qui est plus grave, je n'ai pas vu comment le chef de l'État a pu faire un ralliement par rapport à la question du syllabus et celui de la connexion Internet depuis un certain moment qu'on en parle ici, le Wi-Fi. Parce que nous savons aujourd'hui, certains professeurs, les professeurs sont ici, dans des pays sérieux, même aujourd'hui dans notre pays. Vous ne pouvez pas aller acheter ou polycopier un livre d'un professeur qui a été publié sur Internet, sur l'Harmattan, ou sur une maison d'édition connue. En ayant l'Internet, vous aurez accès à cette maison d'édition, mais pour entrer, pour tirer ou polycopier ces livres-là, vous devez l'acheter. Et ça, c'est connu. Donc, aujourd'hui, l'Internet qu'on est en train de nous vendre ici, comme si c'était quelque chose de si spécial, ne nous permet pas, et surtout que cet Internet, cette question est limitée, il faut 3 heures du temps, il faut absolument avoir un téléphone, et ne pas, cet Internet ne sera pas utilisé avec tous ceux qui ont des ordinateurs portables et tout ça, donc ça ne servira absolument à rien. Bruno. La vraie question, il faut prendre en charge les professeurs, il faut traiter leurs questions de prime et tout ce qui... Merci Cheben. Professeur Bruno, votre réaction après avoir suivi le président du populisme, est-ce que c'est une décision annoncée en âme et conscience? Est-ce qu'il y a une alternative? Vous êtes professeur pratiquant. Oui, ne faisons pas du généralisme destructeur. Ça ne sert à rien de faire du généralisme destructeur. Ne faisons pas du non, non, du niet, niet, non. Moi, je crois ici, le chef de l'État a annoncé une idée générale. Il a donné des directives. Bien que je ne sois pas dans l'intérieur, dans la conscience du chef, parce que je suis ni son conseiller, et moins encore un de ses proches, je crois qu'il a posé un problème qui aujourd'hui, c'est un problème sérieux. C'est vrai, les syllabus, mon collègue est là, de même département, pose des problèmes dans une certaine pratique. Et là, je crois que lui et moi, siégeant dans le même conseil, et je ne sais pas quel est le hasard, parce qu'on a presque toujours été proches, lui et moi, dans nos idées et dans nos argumentaires. Ici, le vrai problème, c'est les moyens de l'université. C'est vrai. Moi, en tant que professeur, j'ai des problèmes graves avec les étudiants. Ils ne savent pas prendre les cours, les notes. Et des fois même, les collègues, ils viennent, ils donnent des syllabus qui datent depuis des 10 ans, 20 ans. Ce sont des problèmes. Mais quelle est la vraie solution? Quand les chefs posent un problème, il ne faut pas se limiter aux mots. Il faut chercher à comprendre pourquoi il a posé ces problèmes. Moi, je pense que c'est un problème sérieux qu'on devrait les résoudre sur des possibilités. La première possibilité, c'est il faut absolument, et ça, on trouve ça dans toutes les universités du monde, il faut qu'il y ait des centres de reproduction dans chaque université. Le professeur, il a son support, c'est ce que moi, j'ai connu dans les universités où j'ai étudié. Il a son support, il le dépose à la direction de la reprographie. La direction de la reprographie va multiplier les supports qu'il va donner aux étudiants. Et là encore, c'est dans le minervar des étudiants, il y a inclus les frais de documentation. Moi, je paye les minervars. Et quand je paye les minervars, dans les minervars, il y a la liste, il y a la documentation, il y a la bibliothèque, il y a la sécurité sociale, médicale et consorts. D'où l'étudiant, quand il paye son minerva, il doit payer aussi les frais de la documentation et consorts. Ça, c'est frais de la documentation inclus, qui va être attribué aux professeurs, chacun selon... On n'attribue pas aux professeurs. Par contre, moi, j'étais allocataire à Aix-en-Provence. Je n'ai pas été assistant, mais j'étais allocataire. C'est-à-dire j'étais au 3e cycle, mais je bénéficiais d'une bourse pour diriger des travaux dirigés. Et là, chaque enseignant, dans son salaire, il y a une prime de recherche. D'où le professeur, déjà, avec son salaire, il a déjà... Cette prime de recherche, en d'autres termes, c'est le droit d'auteur qu'il perçoit. Parce que, mais quand même,
ils peuvent vous le témoigner. La rédaction, la conception d'un ouvrage, d'un syllabus, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Si vous demandez au professeur de ne pas vendre les syllabus, oui, mais le prix, c'est une œuvre intellectuelle. Le prix de sa recherche, d'où c'est ce qu'on devrait faire. D'un côté, l'université doit se réorganiser et de l'autre, l'État doit penser à ses chercheurs, à leur octroyer une prime de recherche qui va remplacer le droit d'auteur. Professeur Chilumbaï, il y a le FCC qui pense que c'est un discours populiste pour 2023. Ça devait être étudié en amont pour pouvoir ne pas frustrer les enseignants. Vous avez suivi votre collègue, ce qu'il dit quand même, c'est très pertinent. Oui. D'abord, permettez-moi de répondre brièvement à des préoccupations qui ont été soulevées ici. La motion contre le gouverneur Zoé Kabila est une motion de censure, donc contre le gouvernement et non contre l'individu Zoé Kabila. C'est une motion qui visait le gouvernement, donc le gouvernement a eu toutes les possibilités d'aller défendre sa cause devant les élus provinciaux. 2. Bamanissa, c'était à la Cour constitutionnelle qui n'est pas fermée au gouvernement provincial du Tanganyika. Il peut aussi la saisir. La Cour devra répondre. 3. Matubwana, il y a eu la confusion entre deux arrêts contradictoires. Un arrêt de la Cour de cassation et un arrêt de la Cour constitutionnelle qui ont posé problème dans l'exécution. Je crois que le débat est encore devant les juridictions. Pour les syllabus, moi je suis heureux, parce que je ne vends pas les syllabus. Je ne prends pas les droits d'auteur. Les droits d'auteur, moi, je ne vends pas les syllabus. Lorsque j'écris mes livres, ils sont publiés par les éditeurs, vendus dans les librairies. Ce sont des libraires qui me payent le droit d'auteur et non les étudiants. Mais le syllabus, il n'y a pas un syllabus. Ce n'est pas à l'étudiant de payer le droit d'auteur à un enseignant, c'est de la corruption, ça. Il faut l'affirmer. Les syllabus, moi, je ne vends pas les syllabus. Je ne vends pas pour deux raisons. La première raison, elle est morale. Parce que je ne vois pas quelles contraintes je peux avoir devant l'étudiant pour l'obliger à acheter les syllabus. J'ai déjà fait l'expérience. Et c'est devenu la condition pour certains. Oui. La condition j'ai déjà fait l'expérience. Pour passer une interrogation ou un examen. J'ai déjà fait l'expérience. J'ai pris, lorsque je publie mon livre, Le traité de droit diplomatique aux éditions universitaires africaines, les exemplaires qu'on m'avait remis par l'éditeur comme cadeau pour l'auteur, je les ai amenés dans un auditoire. J'ai remis au CP. Ces livres sont restés pendant 6 mois. On n'en a acheté aucun. Lorsque j'ai posé la question au CP, j'ai dit, mais mes livres, comment on les a pas achetés? C'est-à-dire le chef de promotion. Il m'a dit, mais prof, toi, on ne peut pas acheter parce que toi, tu ne menaces pas les étudiants. Il faut leur dire qu'ils vont échouer, c'est comme ça qu'ils vont acheter. Je m'excuse, j'ai demandé ce que les autres, lorsqu'on va là, il dit, oui, mais il faut faire la menace. Le chef de promotion m'a dit ça. J'ai repris mes livres, ils ont été achetés, le lot était bien terminé. D'ailleurs, on en cherche, on n'en trouve plus. Je suis en train de préparer la 2e édition. Je crois que ça paye mieux que d'aller se ridiculiser dans des pratiques ici. 2, 3. Lorsque j'entends les gens dire que les professeurs vendent les syllabus parce que leurs conditions ne sont pas bonnes, c'est ridicule. Dites-moi, ce professeur de la faculté des lettres, du département d'histoire, qui n'a que 2 étudiants, 3 étudiants, lui, il vit comment? Parce qu'il n'a pas à qui vendre les syllabus. C'est lui qui est en polytechnique. Il vit comment? À la faculté des sciences, où l'auditoire le plus nombreux a peut-être 10 étudiants, 5 étudiants. C'est avec les syllabus vendus à 5 étudiants qu'il vit. Non! Ce sont des subterfuges pour tenter de se cacher derrière les valeurs immorales. Moi, je le dis. Les syllabus, nous ne sommes pas à Bruxelles, nous ne sommes pas à Paris. Chez nous, le syllabus, c'est des notes qu'on donne aux étudiants et c'est une contrainte d'un enseignant parce que vous n'êtes pas obligé en fait de l'élaborer. On ne nous fait pas cette obligation-là. L'unique obligation qu'on nous fait, c'est de produire au moins un syllabus lorsqu'on veut passer des promotions. Mais du reste, cette exigence est académique. Cette exigence, l'exigence qu'a l'enseignant, c'est parce qu'il est payé comme enseignant, c'est de donner les notes aux étudiants. Peu importe la forme. Et pour cela, lorsque vous donnez ces notes aux étudiants, encore que les circulaires successives de ces 3 années passées du ministre de l'Enseignement supérieur, ce n'est pas seulement le président Tshisekedi qui le dit.
tous les 3 ministres qui se sont succédés ont eu à élaborer des circulaires par lesquels ils interdisent la pratique de vente de services par les professeurs. Ils disent que lorsque vous avez un syllabus et que vous voulez l'utiliser, le remettre aux étudiants, ce n'est pas vous le professeur qui vendez, vous devenez un commerçant, non. Vous devez déposer ce syllabus au décanat. C'est ce que disent les circulaires. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui le dit. C'est ce que disent les circulaires. Le président Tshisekedi a rappelé les principes réglementaires existants. Vous déposez ce syllabus au décanat, c'est la faculté qui imprime les syllabus, qui les dépose à la bibliothèque facultaire. L'étudiant va acheter sans attribution des numéros, sans qu'on sache qui a acheté, parce qu'au finish, lorsqu'on attribue des numéros, lors de la correction, on vient dire, écoutez, mettez vos numéros de syllabus sur les copies d'examen, c'est de la corruption. Voilà. Mais quatrièmement, lorsqu'on dit que les étudiants ne sachant pas écrire, on peut leur vendre les syllabus. Non. On déplore le niveau de l'enseignement. On ne peut pas déplorer le niveau. Pourquoi on ne peut pas venir donner son plan de cours et puis proposer la bibliographie et laisser les étudiants prendre note lorsque vous donnez cours et puis eux-mêmes constituer leur note. Moi, je ne demande pas que tout le monde fasse comme moi. Les étudiants me regardent. À Kinshasa, à l'UNIKIN, à l'Université catholique, à l'Université de Mbujimaï, à l'Université Notre-Dame du Kassai, à l'Université de Kananga. Moi, je prends mon syllabus, je donne aux étudiants, je leur dis, photocopier par tous les moyens possibles. Est-ce que ce n'est pas la politique des moindres efforts? Non, s'ils veulent le soft, je leur donne mon syllabus que j'ai élaboré, je leur dis, allez imprimer où vous voulez. Je n'exige rien, il n'y a pas de droit d'auteur, parce que ça, c'est également la corruption. Maintenant, dire que, comme les étudiants ne savent pas écrire, il faut leur faire des syllabus, c'est douloureux ça. Ils viennent en premier graduat, ils ne savent pas écrire, vous corrigez, vous donnez des points. Ils passent en deuxième graduat, ils ne savent pas écrire, vous corrigez et vous vendez les syllabus jusqu'en deuxième licence parce que les étudiants ne savent pas écrire. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ici, il n'est pas question d'incriminer le chef de l'État. Il a rappelé un principe qui existe. Merci. Que tous les 4 ou 5 circulaires de ces 5 dernières années ont rappelé interdisant la vente de syllabus par le professeur aux étudiants. Merci. Le chef de l'État a rappelé ce principe. Il est maintenant question que l'on se dise, ce n'est pas parce que les conditions sont mauvaises que l'on vend des syllabus pour améliorer notre condition. Tant un professeur qui vend des syllabus, il peut tout au plus gagner $300 pour toute l'année. C'est ça qui va améliorer sa condition. Moi, je crois que c'est un calvaire que nous imposons plutôt à l'étudiant, qui ne nous apporte rien en retour, plutôt le déshonneur. Parce que tout cela, dans la plupart des cas, ça se fait autour des points. Il faut l'affirmer ici. Ça se fait autour des points. Les syllabus, moi j'étais étudiant. Les syllabus se vendaient lorsque j'étais étudiant. Je n'achetais pas, je n'ai jamais échoué. Quelque part, c'est pourquoi moi j'ai dit, je dois être juste. Je n'ai jamais acheté de syllabus, je ne vendrai pas les syllabus. Mais aujourd'hui, là, dites-vous que c'est un marché entre les étudiants et nous. Ce n'est pas un discours populiste. Cette alternative, telle que proposée par le professeur Likoku et le professeur Chilombaï, est-ce que ça ne nous amène pas au-delà du discours populiste? Je pense que le professeur, dans le fond, il ne m'a pas contredit. Quand je dis que c'est un discours, nous sommes dans le croustillant, nous sommes dans le sensationnel, j'ai raison. Il dit que le chef de l'État s'est accroché à un circulaire existant. Mais la meilleure manière de faire des choses allait être de... Parce qu'ici, nous sommes en face des institutions publiques, des institutions privées. Toutes les universités ici ne sont pas prises en charge par l'État. Ça, le professeur ne l'a pas souligné. Donc, l'approche qu'on doit adopter pour les universités, par exemple, NIKIN et d'autres universités, ne doit pas être la même approche dans les universités privées. Ça, c'est un. Deux. Les professeurs, moi je l'ai dit, je suis très content. Je citais un professeur, le professeur Kisaka. Il ne nous vendait pas du syllabus. Lui, il nous disait ceci. J'ai eu la chance d'aller étudier en Europe parce que le Zaïre, à l'époque, m'avait donné une bourse. Je suis rentré en tant que professeur, c'est grâce à ce pays qui a fait de moi que je sois ce que je suis. En retour, je n'ai rien à vous donner. Tout ce que je peux vous donner, c'est l'intelligence qui se trouve dans mon syllabus. Je vous donne
le manuel, aller pour lui copier. C'est une solution. Le professeur le fait, c'est très bien. Mais ici... Mais vous avez suivi quand même des réactions qui étaient vives hein, sur les plateaux des professeurs et dans plusieurs universités, les réactions sont vives. Mais voilà, l'Internet, qui a accès à l'Internet et qui peut avoir un livre sur Internet? Les professeurs insistent sur leur droit d'auteur. C'est ce que je dis. Le droit d'auteur, c'est pas l'étudiant. C'est l'éditeur. C'est là où je vais. C'est l'éditeur. Oui. Le professeur, il publie les livres, il les dit. Vous pouvez avoir l'Internet gratuit que vous voulez. Quand vous y êtes dans le plateforme de téléchargement de maisons de publication, d'édition de livres, vous ne pouvez pas télécharger un livre sans l'avoir acheté. Si le professeur peut me donner un exemple ici, ça sera plus éloquent. L'alternative même. Le fait d'avoir l'Internet ne vous donne pas le droit de télécharger les livres de n'importe quel professeur sur le plateforme de téléchargement. Ça, c'est faux. Vous devez absolument payer les livres sur l'Internet pour les télécharger. À moins que vous soyez sur des sites gratuits, alternatives, free et tout ça. Au-delà du discours populiste. Au-delà des discours, au-delà de l'annonce, comme le professeur disait tantôt, que le chef de l'État a posé une certaine problématique, maintenant, il faut réfléchir. Oui, la réflexion, maintenant, il faut l'amener au niveau du ministre de dessus et le professeur. Parce qu'ici, je suis en face d'un professeur qui dit, voilà, il faut mettre fin à cette pratique. Mais il y a ceux qui crient, qui disent, ils doivent avoir le moyen. Ils ne sont pas bien payés. Ils n'ont pas de carburant. Ils n'ont pas de prime. Si le professeur s'en réjouit, parce que peut-être il a des moyens de gauche à droite, ça c'est une bonne chose. Merci, Tchiben. Mais la question essentielle, c'est la prise en charge des enseignants. Justement, professeur... Que je cite une seconde. Concernant la vente des syllabus, je pense qu'il faut mettre une commission sur pied entre les SU, les universités qui sont prises en charge par l'État, les universités publiques, pour qu'enfin qu'on puisse étudier cette question. Très bien. Ça sera une très bonne chose qu'aujourd'hui le professeur présente leur ouvrage au niveau académique, afin que ces universités puissent avoir le moyen possible pour imprimer à leur tour ces livres, afin de donner aux étudiants. Professeur Likokou, nous sommes au niveau de l'alternative. On a compris que pour certains professeurs, les droits d'auteur existent et ces droits d'auteur permettent, pour les classes des premiers graduats, comme quand vous allez à l'UPN, le département des sciences, les départements des sciences de l'information et de la communication, mais c'est la Chine populaire. Vous allez trouver l'amphithéâtre plein. Alors, vous avez par exemple 1000 étudiants. Vous vendez votre syllabus à 10 $ ou 15 $. Faites le calcul vous-même. Professeur, c'est quand même, les réactions là sont justifiées par vos collègues. Non mais écoutez, c'est une honte. Vous ne pouvez pas réduire l'obligation de production à des aspects ou des considérations financières. Non. Ce sont des réalités sur le terrain. Non. Le professeur, tout professeur est obligé de produire. Ça, c'est un fait. Et c'est une obligation professionnelle. On ne peut pas demeurer professeur sans publier. Ça, c'est un fait. Le problème qui reste maintenant, le professeur Tshilomba vient de le dire, parce que c'est une production intellectuelle. Lui, il perçoit peut-être par son éditeur, ce qui est vrai. Nous autres, nous avons des éditeurs, des éditeurs qui ne nous donnent, qui ne nous rétrocèdent pas. Là aussi, c'était notre problème. Mais le vrai problème, qu'on le dise ici, c'est le travail de production et de la recherche. Parce que c'est une pratique universitaire. Un professeur ne peut pas commencer son cours sans qu'il donne la bibliographie à ses étudiants. Ça, c'est une obligation pratique. La première des choses, c'est ça. La deuxième considération, est-ce que cette bibliographie va être servie par l'étudiant? Là, c'est la question. Et je crois que mon compatriote vient de le dire, ce n'est pas l'Internet qui va résoudre ce problème. Non, ce n'est pas les Qu'est-ce qu'on peut faire? Je propose que le ministre des tutelles prenne langue avec les universités. La situation aujourd'hui dans les universités congolaises est un peu, je ne dirais pas chaotique, mais elle est inquiétante. Il faut voir, il faut fournir les bibliothèques et donner la possibilité aux professeurs de produire, c'est tout.
Je crois qu'on ne parlera pas des services à vendre. C'est un problème qui peut se résoudre par la volonté politique. Est-ce que les universités ou les instituts supérieurs peuvent reproduire ces notes de cours, ces syllabus au profit des étudiants? Ils ont le fonctionnement. Est-ce qu'ils ont même la logistique? Ils ont le fonctionnement. Ils ont les moyens. Autour de moyens. Mais ils ont les moyens. Les universités ont des moyens. Il ne faut pas dire seulement l'INEKID a des moyens. L'argent que l'étudiant paye juste pour déposer les dossiers, c'est 10 $. Et vous savez combien d'étudiants qui déposent ces dossiers? Il y a les frais de fonctionnement. Je crois que l'INEKID peut arriver à résoudre ces problèmes. C'est question de volonté. C'est question de volonté. Et de résoudre une fois pour toutes cet éminent problème. Est-ce que ça a demandé que certains professeurs réagissent comme ça a été fait hier? Vous avez suivi quand même que certains ont été vigoureux dans leur réaction. Oh, ça dépend des tempéraments. Ça dépend des tempéraments et de la perception. Moi, ça ne me gêne pas parce que je ne suis pas un adepte de la vente de temps. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, ce n'est pas une situation à généraliser. Professeur Chilumbaï, nous sommes dans les alternatives. Lui propose que le ministre, pour justement mettre certains étudiants à l'abri et protéger, également remettre en confiance certains professeurs, il faut que le ministre prenne langue avec les établissements. Professeurs, s'il vous plaît, pas certains professeurs, mettre en assurance les professeurs, pas certains professeurs. Vous ne pouvez pas faire une dichotomie entre les professeurs vendeurs de... Non, il n'y a pas deux groupes, non. Nous sommes tous professeurs et nous sommes dans l'unité. Voilà. Et s'il y a solution, il y a solution pour tous les professeurs et non pour les professeurs vendeurs des services. Il n'y en a pas. Alors, moi, ça ne me gêne pas. Le chef de l'État l'a dit quand même en public, devant les étudiants. Oui, mais est-ce que ça ne va pas générer un certain conflit entre les professeurs et les étudiants? Il est de ces choses, comme chez nous, en Tchoulouba, on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas écouter en privé, il faut le conseiller en public. Moi, lorsque le chef de l'État l'a dit, j'ai dormi en paix parce que cette histoire me ronge les nerfs, c'est pas normal. Le professeur Bruno vient de dire ici, il a raison. L'université de Kinshasa gère chaque année 2 millions de $. C'est rien. Attendez, que les étudiants versent. C'est rien. Attendez, 2 millions de $, s'il vous plaît, que les étudiants versent pour l'effort de construction. Ça fait 20 ans jour pour jour que cet argent est versé et géré par le comité de gestion. Même pas une cuve n'a été achetée et placée dans des toilettes. Cet argent est bouffé par les gestionnaires. 2 millions de $ par an ou plus de 2 millions de $ par an. Ça ne peut pas acheter une imprimerie moderne pour tourner les services en faveur des étudiants. Ça ne peut pas vous créer des problèmes avec les comités de gestion. Je dis ce que je sais. Oui. J'étais gestionnaire d'un établissement public, un petit établissement. J'ai géré cet argent. Moi, je l'utilisais pour l'intérêt de l'établissement. Mais à l'INUKIN, cet argent ne fait rien, je l'assume. 2 millions chaque année. Plus de 2 millions même, parce que 2 millions, je calcule sur plus ou moins 40 000 étudiants. Mais ils sont plus parce que chaque étudiant paye 20 $ américains. Pour cette besoin, il n'y a pas que ça. Les étudiants payent encore de l'argent, beaucoup d'argent qu'ils ne contrôlent pas, qui est géré dans le flou comme ça. Ça, c'est un élément. Maintenant, lorsqu'on dit, bon, université publique, université privée, je crois que le chef de l'État parlait des universités publiques. Les universités privées, c'est des affaires privées. Il n'est pas allé réglementer ça, bien que ça nécessite pas, ça forme les enfants. Donc, vous dites que dans les frais que les étudiants versent, les frais de construction. Oui, effort de construction. Alors, effort de construction. 20 $. 20 $ par étudiant. Par étudiant, ça fait 20 ans. Ça pouvait construire des auditoires pour tous les étudiants, ça pouvait équiper les... Donc avec cet argent, on peut acheter les photocopieuses des grandes dimensions, des imprimeries industrielles et du papier pour polycopier les cours et les distribuer aux étudiants. Les solutions sont dans l'argent que les étudiants payent d'abord, parce que cet argent est bouffé par des individus. Ce n'est pas l'argent dépensé pour l'université. L'IGF, la grande question pour ceux qui nous suivent. Non, j'appelle les comités de gestion. Les comités de gestion des universités, instituts supérieurs privés, techniques, pédagogiques et que sais-je encore, bouffent l'argent avec... Public. Bon, il y en a qui construisent. À l'ISTEM, il y a un PNDG qui a bouffent l'argent avec les ministres des tutelles. Non, ça je ne sais pas s'ils donnent aux ministres. Nous, ce que nous savons, c'est que cet argent est payé par l'étudiant. Le comité de gestion gère. Mais voici.
Il a dit, si moi j'ai des moyens, peut-être je ne vends pas les services parce que j'ai des... Non, non. Moi, j'étais piéton lorsque je ne vendais pas les services. J'étais assistant lorsque je dis que le droit d'auteur, c'était de la corruption. Je ne prenais pas. J'étais sans salaire lorsque je n'ai pas pris ça. Parce que la moralité ne peut pas être conditionnée par la souffrance. Et ici, maintenant, au problème de téléchargement des syllabus, non. Moi, je sais que les syllabus, si nous les mettons en ligne sur un site accessible, parce que ça sera le site de l'université, on va ouvrir l'accessibilité aux étudiants, ça ne posera pas de problème. Maintenant, je voulais brièvement dire, tu as dit pourquoi seulement Zoé Kabila, parce qu'il a dit non à l'union sacrée. Mais pourquoi Maouéja de Moujmaï a-t-il été évincé? Parce qu'il a dit non à l'union sacrée. Alors, c'est incompétent, c'est connu de tous. Mais les autres disent que Zoé est incompétent. Écoutez, les autres disent que Zoé est incompétent. Non, mais Zoé pose des actes. Mais il est en train de construire la province de Tanganyika. Pendant le règne de Maouéjela, il y a un port qui se construit. Ah non, mais nous n'avons pas vu de zéro. Bon, ça va. Alors, pour dire bref, je peux terminer mon propos. Oui, allez-y. Je pense que le marché des syllabus, c'est de l'arnaque pour les enfants et les parents. C'est de l'arnaque. Le marché des syllabus, c'est quelque chose qui avilit nous-mêmes les enseignants. Le marché des syllabus détruit l'enseignement, détruit l'éducation. Et d'ailleurs, moi, je propose que cette pratique qui consiste pour les étudiants à payer l'argent que nous partageons, nous enseignants, soit bannie. Ça suffit quand même, ça fait 30 ans. Il faut que l'argent que les étudiants payent aille au trésor public. Que nous, on réclame nos salaires. Votre dernier mot, comment prévenir, comment plutôt anticiper le conflit entre étudiants et professeurs des établissements d'enseignement supérieur public, un conflit qui risque d'impacter négativement les cotations les cotations parce que certains enseignants, certains, comment on appelle, étudiants risquent de rater des distinctions, risquent de reprendre les années académiques. Comment faire pour que ce ne soit pas un conflit? Merci beaucoup, très cher compatriote. En quelques mots. Je l'ai dit. Ça ne sert à rien d'évoluer dans une sorte d'une république des déclarations. Je crois qu'il faut bien étudier des questions sensibles qui touchent directement à la vie de la population pour mieux le mettre sur pied, enfin, trouver des solutions adéquates. La seule solution ici, c'est une déclaration. Prévenir, c'est ce que je dis. Je poser une question précise. La seule manière de prévenir, parce que là, le professeur m'a dit que quand le chef de l'État fait ou a fait cette déclaration, il faisait allusion aux universités publiques. Tous ces étudiants qui évoluent dans les universités privées, ils vont se référer à qui ou à quoi? Parce que ces universités, bien que privées, sont homologuées. Oui, sont homologuées par l'État. Par l'État congolais. Par l'État congolais. Donc, nous ne pouvons pas avoir une décision sélective. Oui, seulement pour les universités et les étudiants qui étudient dans les universités publiques. Et non pour les universités privées. Je crois, la solution, comme venait de le dire le professeur Bruno, il faut une solution définitive, mais une solution aussi générale. Et pour le professeur, et pour les étudiants qui étudient dans les universités privées et dans les universités publiques. Professeur, vous concluez. Ça sera justice. Nous allons... Et la seule manière de le faire, c'est de mettre sur pied un cadre de discussion entre professeurs et les universités, parce que le professeur confirme que dans les universités, ils ont le frais, il y a des sous, ils peuvent créer beaucoup d'argent, ils peuvent créer des mécanismes pour mettre des imprimeries et tout ce qu'ils ont. Nous vivons les années confinées, nous vivons les années Covid. Nous vivons des années Covid. Je lis une journaliste, Élisée Odia, si c'est son tweet, elle dit que, et puis c'est vrai, elle dit que le message là frappe plutôt les étudiants que les profs que nous sommes. Parce que ce qui est vrai, c'est que moi j'ai entendu que même pour moi qui ne prends pas là, les parents donnent l'argent aux étudiants, soi-disant pour mes syllabus. Ça ne pas forcément professeur. Okay. Alors, professeur, on s'en plaint qu'on est étudiant. Nous connaissons le système catch. Alors, on risque de bloquer les enfants, les bloquer pour qu'ils n'aient pas des distinctions, ou qu'ils ne passent pas d'une promotion à une autre, à cause de cette situation, le mécontentement, vous savez, ce que les syllabus génèrent dans les classes populistes, surtout des recrutements,
comment anticiper ce conflit qui risque de dégénérer après? Non, je crois que là aussi, c'était de la mauvaise publicité. C'est de la mauvaise propagande. Le professeur Chirumba est là. Je ne peux pas vous dire et jurer qu'il y a un professeur qui s'est acheté un costume avec l'argent de Syllabus. Non, ça c'est de la mauvaise propagande. Je vous le dis sincèrement, c'est de la mauvaise propagande. C'est vrai que dans une famille, il y a toujours des enfants corrects. Peuvent témoigner. Oui, mais écoutez-moi, laissez-moi. Vous m'avez posé la question, laissez-moi au moins terminer. C'est vrai que dans une famille, il y a des enfants un peu récalcitrants. C'est vrai que dans la société, il y a aussi certaines pratiques. Je ne dis pas que nous sommes tous des saints. Non, il y a aussi des professeurs qui tentent un peu le mal, mais le mal va être absorbé. Le mal va être absorbé parce qu'il doit y avoir un système de contrôle. Il doit y avoir un système de suivi. L'État est là pour surveiller. Un étudiant qui se voit priver ses droits parce qu'il n'a pas acheté les syllabus, il n'a qu'à les réclamer parce qu'on est dans un état de droit. Merci. Et un état de droit en soi, c'est quoi? C'est l'esprit. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes également écrivain, au-delà des syllabus. Vous êtes écrivain et votre dernière publication, c'est de l'ONUC à la MONUSCO. Les Nations Unies enlisées dans les bourbiers congolais. Le livre vient de paraître. Il fera l'objet d'une lecture apprivoisée sur ce plateau, peut-être la semaine qui commence. C'est un livre vraiment volumineux comme une Bible, très renseignant et pédagogique sur le rôle de l'ONU en RDC. Il y a beaucoup d'erreurs d'approche dans l'échec de la MONUSCO aujourd'hui. On y reviendra. Et aussi l'application du droit international. D'accord. Je vous remercie. On a tous compris qu'il y a l'argent dans les universités. Il y a l'argent. Les universités, instituts privés, vous êtes concernés par la décision qui a été prise. Alors, former des gens qui vont faire votre fierté demain. Et puis, le commerce des syllabus. Bon, la parole du chef à force de droit. C'est pas ça? Absolument. Et puis, bon, c'est qu'on a mis fin à cette pratique. Notre compatriote Richard Mpinda a eu un petit souci des dernières minutes qui a obligé urgemment qu'il nous quitte avant la fin de l'émission, alors qu'il a commencé avec nous. Il a vraiment présenté ses excuses parce que c'est urgent pour raison de santé. Donc voilà. On souhaite de la famille. On souhaite bon rétablissement si c'est à lui ou à sa famille. C'est plus la famille. Et voilà. Mon Dieu, parce que je suis croyant et j'ai cette puissance, mon Dieu va le visiter et que demain, il vous dira que la paix est revenue.